Lundi 16 octobre, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'Actu à débat, votre émission hebdomadaire qui vous décrypte l'actualité en 26 minutes. Ce soir, nous allons évoquer la situation sécuritaire dans le nord du pays, notamment liée aux emprises de l'aménagement qui doivent très bientôt être rétrocédées. Ensuite, nous allons parler de ce qui écrase l'actualité dans le monde depuis plusieurs jours maintenant, le conflit entre Israël et la Palestine, notamment Israël et le Hamas, pour être un peu plus précis, comme le diraient certains. Avec moi sur ce plateau pour évoquer ces deux grands thèmes, M. Mokhtar Sow, directeur de publication de Malikile. Bonsoir, M. Sow. Bonsoir, M. Aïdara. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, téléspectateurs de Téma. Merci beaucoup. Et M. Laya Diarra du Soir de Bamako. Bonsoir, M. Diarra. Bonsoir, M. Aïdara. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir. Je le disais tout de suite au sommaire, la situation est très tendue dans le nord du pays, notamment dans la région de Kidal depuis plusieurs jours. En cause notamment la rétrocession très bientôt des emprises de l'aménagement qui doivent être faites au FAMA. Mais les groupes armés s'y opposent, notamment la CMA, qui sont regroupés maintenant dans le terme indistinctement employé par les autorités comme des groupes terroristes. Une première question pour vous, Monsieur Sow. Est-ce que c'est surprenant finalement tout ce qui est en train de se passer actuellement? Parce qu'on a vu, il y a des camps qui ont été rétrocédés, il n'y a pas eu de problème. On a vu qu'il y a eu des problèmes à Ber et là, la situation est beaucoup plus complexe sur le terrain. Non, c'est pas surprenant. Moi, je l'ai dit, au fur et à mesure que nous rentrons vers Kidal, nous nous rapprochons de Kidal, la résistance va être encore plus violente. Donc, c'est au FAMA de tenir compte de ces éléments-là. Et aussi, j'avais parlé sur le même plateau qu'il faut tenir compte de la capacité de résistance de l'ennemi pour savoir est-ce qu'il faut plus d'hommes à ces stades ou est-ce que la ressource qui a été mise en mouvement vers Kidal, plusieurs centaines de véhicules, si ça suffisait. Mais il faut tenir compte aussi des emprises qui sont déjà occupées. Il ne faut pas les laisser pour continuer avec l'objectif final qui est Kidal. Il faut tenir compte de tout ça, sinon il n'y a aucune surprise dedans. Alors, dans cette situation très complexe, on a vu qu'il y a eu un communiqué des Nations Unies pour alerter notamment et pour notamment aussi sur le délai, la date de retrait. Est-ce que vous pensez finalement que cette date fixée au 31 décembre 2023 pourra être respectée au vu de la situation actuelle? Bon, je crois que le dernier mot revient aussi quand même à l'État de Mali, puisque le gouvernement a clarifié sa position. Il n'y a pas question de proroger le délai qui est le 31 décembre. Bon, pour ce qui est de ce qui se passe actuellement à Kidal, je réponds de la même façon que lui, parce que ce n'est vraiment pas surprenant. On s'y attendait, puisque après déjà les incidents de Ber, Kidal étant un autre bastion de ces groupes armés, je crois que la présence de l'armée à Kidal déjà signifie quand même la fin du contrôle de cette partie du territoire par les groupes armés. Et vous avez vu, et pour qu'ils puissent se mettre en position de force, ils ont quand même fait la pression sur l'aménagement pour qu'elle abandonne le camp, et tout de suite, les groupes armés ont occupé le camp. Mais ce qui est surprenant dans cette affaire... Vous évoquez le camp 1 de Kidal qui était occupé par le bataillon des forces armées reconstituées. Ce qui est étonnant dans cette situation, c'est que c'est le déficit de communication. Un déficit de communication, je dirais même un manquement, comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères. Parce que cette décision est intervenue à un moment où je crois que les Nations Unies avaient saisi les autorités maliennes d'une requête demandant une prorogation de 72 heures, je crois. Et c'est pendant que le gouvernement est en train d'examiner cette requête-là, je crois que le camp est abandonné et les groupes armés sont venus occuper. Mais je crois que, quoi qu'il en soit, je crois que le Mali est déterminé quand même à faire de sorte que l'échéance quand même convenue soit vraiment respectée et marquer la fin
vraiment le retrait définitif de la mission dans le pays. Mais parlant de la mission, justement, on a l'impression aujourd'hui que la MINUSMA est entre deux feux, entre le marteau et l'enclume. Ils sont accusés par les différentes parties, notamment par le gouvernement, il l'a évoqué, mais aussi par la CMA, qui évoque une certaine duplicité de la part de la mission. Comment la MINUSMA peut-elle manœuvrer dans cette situation ? Non, en ce qui concerne le côté des autorités maliennes, ça je comprends, parce que moi, ce que j'ai toujours dit, l'objectif c'est de céder les emprises aux FAMA, enfin aux autorités maliennes, donc aux FAMA. Mais samedi, ils ont abandonné des postes. Ouais. Ça ne peut pas se comprendre que les camps soient cédés aux groupes armés, quoi. Donc, mais il y a les conséquences, justement, qui doivent être prises en compte, surtout dans les cadres du communiqué. Si on insiste sur le délai de retrait de la MINUSMA et que les FAMA n'arrivent pas dans les timings du retrait de la MINUSMA, ça crée un problème. Le vide va être occupé par l'ennemi. Or, ça ne nous arrange pas. Et je pense que les termes retrait ordonné doivent prendre en compte ces différents éléments-là, que si la MINUSMA doit se retirer, elle doit céder les camps aux FAMA. Et pour cela, elle doit attendre que les FAMA arrivent à destination pour en ce qui la concerne, se retirer après la passation officielle et ce qu'on appelle ordonnée. Donc si on doit faire cela, il y a forcément un impact sur le temps du retrait. Et visiblement, les autorités maliennes ne sont pas favorables à ça. Je crois que c'est à cause de ça que le camp de Tessalit a été a été vidé et que les groupes armés terroristes... Pas le camp de Tessalit, mais des postes avancés. C'est ce qu'on sont les postes avancés qu'ils ont abandonnés et qui sont occupés par la CMA actuellement, mais pas encore le camp. Oui, pas les camps proprement dit, mais les postes qui ont été abandonnés conformément au programme de retrait, c'est ces postes-là qui ont été occupés. Et si jamais on continue avec ce processus-là, la récupération va être extrêmement difficile, parce qu'il est beaucoup plus facile de venir faire la passation avec la MINUSMA, s'installer au camp et peut-être s'attendre à des attaques peut-être sporadiques ou même des attaques pour perturber un peu la quiétude des populations et même les militaires, mais que cela est beaucoup plus facile qu'aller les trouver là-bas, essayer de les déloger pour s'y installer. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il faudrait que l'armée anticipe, parce qu'il y a un calendrier qui est là, il a été établi, on sait qu'en octobre, il doit y avoir les camps de Tessalit et d'Aguelok et en novembre, le camp de Kidal. Donc, est-ce qu'il faut anticiper finalement, sachant ce qui s'est passé le samedi dernier avec la MINUSMA qui a quitté ses postes avancés, pour ne pas revivre la même situation ? Absolument. Vous disiez tantôt que les Nations Unies accusent de part et d'autre. Ils accusent d'abord... Non, et accusés. Ils sont accusés. Ils sont accusés et l'État malien aussi est accusé. C'est un lapsus. Les Nations Unies sont accusées et le gouvernement malien aussi est accusé par la CEMA. Moi, je crois que c'est une fuite en avant. Puisque les termes sont clairs. Il a dit, les camps doivent, conformément à la résolution des Nations Unies, les camps doivent être rétrocédés à l'État du Mali et non à des groupes armés. Et parce que tout simplement, la CMA voit l'avancée, la progression de troupes maliennes vers Kidal, qu'elle est prise de panique. Parce qu'ils accusent les Nations Unies d'avoir observé l'envoi de troupes dans la zone. Moi, je crois que, puisque le Mali est dans une dynamique, la progression des troupes maliennes s'explique par le fait qu'ils savent qu'il y a un délai arrêté pour la rétrocession du camp. Et pour cela, les hommes doivent avancer et occuper le terrain jusqu'au jour J. Maintenant, c'est ce qui dérange la CMA. En réalité, c'est ce qui dérange la CMA. Bon, maintenant qu'ils sont en train déjà d'occuper des postes d'avancée, si la MINUSMA se retire, mais il n'y a qu'une option qui s'offre au Mali, c'est d'aller
et de récupérer le camp par la force, de les déloger. Maintenant, il faut faire extrêmement attention à ce niveau parce que le piège est là. Parce qu'ils veulent nous pousser à leur... C'est quoi? Parce que en essayant de prendre de force le contrôle des camps, en l'absence de toute force étrangère, ils se disent qu'il y a des risques, qu'il y a des dégâts collatéraux. Ça dit qu'on touche à des populations civiles. C'est là le danger. Et je crois que l'armée est avertie. Vous avez vu que dans plusieurs des communiqués, je crois que les femmes avancent tout en donnant aussi des messages pour dire que l'armée est là pour la sécurité de tout le monde. Ça dit qu'il n'y a pas de différence entre les Maliens. Noirs, blancs, on est tous Maliens. Donc, c'est pour rassurer la population. Dire que, contrairement à ce que l'on veut faire croire, l'armée est là, ce n'est pas pour l'armée est là pour faire la guerre à des terroristes qui ont envahi le territoire et non à des populations civiles. Il y a un autre enjeu aussi que l'on évoque très peu, mais qui a été évoqué quand même dans le communiqué des Nations Unies, c'est le fait qu'ils ont évoqué des entraves, notamment de leurs différentes missions logistiques. L'autorisation, je comprends. Bon, maintenant, je crois que ça ne date pas de maintenant, puisque depuis le départ, quand le Mali avait demandé le départ des Nations Unies, ils avaient dit que pour tous les vols de la MINUSMA, quand même doivent avoir l'autorisation de Tamale. C'est une question de principe. Maintenant, pour ce qui concerne les vols, les autorisations pour la récupération et le transfert du matériel, moi je crois qu'il faut forcément une autorisation. Vous avez vu que récemment il y a eu des incidents dans la zone de Konna. Qu'est-ce qui s'est passé? Si ces convois étaient escortés, est-ce que l'incident allait se produire? Je dirais non. Donc, il devait tout simplement attendre l'autorisation de l'État malien, en tout cas pour faire quoi que ce soit. En ne le faisant pas, moi je crois qu'on peut le soupçonner, quoi. On peut le suspecter d'avoir d'autres intentions. Mais vous êtes d'accord que ça peut poser problème tout de même si les pays contributeurs de troupes n'arrivent pas à récupérer leurs différents équipements? Bon, maintenant il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Qui sont leurs propriétés. Oui, c'est ça. Parce que tout ça, là, ça casse quelque chose, quoi. Moi, je trouve qu'il y a un jeu trouble. Par exemple, même les récents communiqués qui est tombé, la note, là, quand tu lis le contenu de la note, tu vois que ça prête à confusion. Vous dites que vous voulez que vous vous inscrivez dans le respect du délai. Et vous voulez aussi une prorogation du délai parce qu'ils disent qu'il y a du risque que la situation actuelle n'impacte quand même le délai du retrait. Et dans le même communiqué... Ils ont évoqué des risques, mais pas une prorogation. Non, ils l'ont dit que ça peut impacter. Oui, ça peut impacter. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tension est telle qu'aujourd'hui, vu le contexte, le contexte, ça veut dire que le délai arrêté que pour faire le retrait ne peut pas être respecté et ils ont des raisons quand même que le justifient. Je crois qu'il ne faut pas qu'on s'inscrive dans cette dynamique, quoi. Un calendrier a été concocté, il faut ouvrir dans le sens de respecter vraiment ce... C'était le sens d'ailleurs de ma première ou d'une de mes premières questions, si l'échéance du 31 décembre pourra véritablement être respectée, parce que comme le disent aussi les militaires, c'est le terrain qui commande et la situation sur le terrain est telle que ils ont dû alerter. Ils cherchent un prétexte. Je crois que ce calendrier a été arrêté il y a longtemps. Moi, je crois qu'il doit faciliter la tâche au Mali et le Mali aussi doit... Est-ce que vous êtes d'accord, M. Sow? Est-ce que c'est un prétexte ou est-ce que c'est légitime ce qu'ils ont dit? Non, je ne suis pas d'accord dans la mesure où, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le terrain qui commande. Et d'ailleurs, vous avez vu, les femmes ont mis au moins 5 jours pour récupérer un effif. Vous avez vu les violents combats qui ont eu lieu, qui ont été finalement consacrés par la récupération de Anefif. Donc, il faut tenir compte de ces éléments-là. Et comme je l'ai dit, je préfère me répéter, c'est beaucoup mieux que nos femmes aillent selon le rythme qu'ils sont en train de... Parce que les routes aussi sont minées, il y a beaucoup d'autres circonstances qui entrent en jeu, qui rendent très difficile l'avancée. Donc, au contraire, moi je crois que c'est aux autorités maliennes d'essayer de maîtriser les dossiers du processus de retrait et de faire en sorte que cela profite à nos femmes. Ça fera moins, ça va impacter en termes d'efforts, en termes d'énergie pour nos femmes, et faire en sorte que
s'asseoir à nouveau avec les éléments de l'aménagement, la mission, pour savoir comment est-ce qu'il faut faire pour que la passation désormais, ça se fait en présence, comme je l'ai dit tout à l'heure, en présence de nos FAMA. Donc même si ça va impacter sur le timing du retrait, il faut qu'ils attendent au camp et que ce ne soit cédé à personne si ce n'est aux FAMA. Et pour que cela se fasse, il faut que les FAMA y arrivent. Mais est-ce possible sur le plan politique, ça peut avoir un impact et il y a une résolution quand même qu'il faut respecter? Non, qui a été prise par les Nations Unies. Oui, mais tout le monde, même les Nations Unies, ça les arrange. Donc c'est normal que ces réaménagements, si vous voyez d'ailleurs que les Nations Unies ont demandé une prorogation de 72 heures, c'est qu'ils savent que des réaménagements sont possibles dans le processus. Donc je pense qu'il faut tenir compte de ces éléments. Est-ce que sur un plan politique, nos autorités pourraient se le permettre? Parce que dans la tête de tous les Maliens, l'aménagement aura plié bagage le 31 décembre. À ce niveau, ça peut être compliqué. Mais je crois que c'est l'objectif final qui doit tenir. Et les hommes politiques, c'est à eux de prendre les mesures politiques. Parce que justement, la politique, les leaderships, c'est ça, faire accepter les choses par les gens, même si ils les acceptent avec plaisir, même si au départ, ce n'est pas leur plaisir. Mais il faut savoir convaincre les gens et mettre les gens devant les faits accomplis pour qu'ils comprennent que c'est pour l'intérêt du pays et c'est pour l'intérêt de nos frères et sœurs, de nos fils qui sont déjà sur le terrain, que c'est beaucoup plus facile pour eux d'aller faire la passation avec la mission, que la mission abandonne les parties qui doivent revenir normalement, légalement et automatiquement aux autorités maliennes qui sont occupées par des terroristes ou des groupes rebelles qui, malheureusement, pour les récupérer, comme il a dit, on est obligé de fournir d'énormes efforts et qui va aussi impacter sur les populations civiles et tout, même si peut-être ces impacts vont venir de l'autre côté, mais la guerre, c'est toujours comme ça. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant si on arrive à aller par cette voie-là. Très bien. En 30 secondes, est-ce que vous partagez cette opinion avant qu'on passe au deuxième thème? Je crois que la situation, elle est claire, hein, elle est lisible. Et aujourd'hui, l'armée est en position de force. Ce n'est pas l'armée d'hier. Aujourd'hui, les forces armées ont une puissance d'effet redoutable. Et les groupes armés aussi savent pertinemment que sans Barkhane, qui a déjà plié bagage, et sans l'aménagement, ils ne peuvent pas faire face. Maintenant, moi je crois que toute prorogation du délai peut-être peut jouer un peu en faveur de ces gens parce que ça leur permet quand même de se réorganiser. Moi je crois qu'il ne faut pas leur donner le temps. Aujourd'hui c'est vrai, ils sont en train d'occuper les emprises, les postes avancés. Mais une fois que la mission internationale s'éclipse, moi je crois qu'ils n'ont pas les possibilités de s'y maintenir parce qu'ils vont être dégagés. Tu l'as dit, une guerre, naturellement, il va y avoir de morts. Mais ce qui est déplorable, c'est vraiment les morts civiles. Mais maintenant, les groupes armés vont s'occuper. Mais est-ce qu'ils pourront s'y maintenir? Ils ne le pourront pas. Ils vont être délogés de gré ou de force. Et je crois que l'armée a aujourd'hui les moyens. Nous verrons ça dans les semaines à venir. En attendant, il y a une autre guerre aussi qui préoccupe attention dans le monde, c'est celle qui oppose Israël à la Palestine ou Israël au Hamas. Depuis l'offensive de cette organisation sur Israël il y a 10 jours maintenant, fait plus de 2000 morts si on comptabilise des deux côtés. Une première question pour vous, d'abord je me tourne vers vous, Monsieur Sow. Est-ce que vous pensez, parce qu'on le dit très souvent, que c'est une guerre sans fin, une guerre sans issue finalement? Bon, moi je pense plutôt que d'abord je présente mes condoléances aux victimes et à l'État palestinien aussi bien à l'État israélien. Il n'y a pas de discrimination. Mais je sens beaucoup plus l'absence de l'humanité, de l'humanisme dans cette affaire-là. Les gens sont indifférents, les Palestiniens souffrent et il y a un adage qui dit, c'est un bambara, que si on pince trop la chèvre, elle est morte. Donc, et le Hamas a réussi ces grands coups-là. Bon, je pense plutôt que ça va être, je l'espère, que ça va être un effet déclencheur. Et sinon, vous imaginez 1 million de déplacés. Je me dis même que ces millions de déplacés, ils ont eu la chance, parce qu'il y a au moins 2 millions de personnes qui sont dans des besoins humanitaires et qui sont bloqués dans la bande de Gaza. Il n'y a aucun moyen
de les secourir. Vous imaginez ça? Ensuite, de l'autre côté, l'Israël se plaint qu'il y a des otages. Il y a au moins 200 personnes prises en otage par les Hamas et tout ça. 190 selon les derniers 199 ce matin. 199, ouais, c'est 200. Donc, ça fait mal, c'est triste que l'humanité... J'ai vu des missions diplomatiques, les États-Unis ont envoyé Blinken. De l'autre côté, la France a envoyé Colina, et il y a l'Égypte aussi parce que l'Égypte est directement concernée à travers surtout les tunnels. Et l'Israël n'a pas oublié qu'elle est pratiquement dans un étau. De l'autre côté, avec le Liban, et ils disent que si jamais on dépasse ces niveaux-là, ils vont entrer dans la guerre. Et donc la situation est extrêmement complexe aujourd'hui. Et je pense que les discours que j'ai entendus ici et là, qui parlent, par exemple, le président Poutine demande la création de l'État palestinien officiellement. Et Nicolas Sarkozy en avait parlé, et aussi d'autres. Je pense qu'il faut arriver à ça, et que l'Israël arrête d'abord le pilonnage de ces zones-là, et aussi que les colonies s'arrêtent, quoi. Ouais, un peu. C'est triste de vivre une situation pareille. Ouais, un peu. En espérant que cette fois-ci, que la guerre va déclencher le processus de cesser les feux pour que l'État palestinien puisse retrouver voisin avec un État israélien. Est-ce que vous pensez que ça pourrait aboutir sur ce processus-là, ou est-ce que vous pensez plutôt que ça va finalement s'enliser, parce que je rappelle qu'ils sont en train de préparer apparemment une intervention terrestre? Bon, il y a quand même un risque d'embrasement au regard quand même des actions posées par les acteurs en présence, mais aussi des déclarations d'autres acteurs régionaux aussi puissants qu'importants. Et vous voyez, l'action du Hamas, moi je crois que a permis quand même de mettre quand même en scène la question palestinienne. Voilà. Parce que la Palestine était pratiquement oubliée. Et alors qu'au niveau de Gaza, il vit une situation d'occupation de cette terre. Et vous avez vu que même des pays qui n'étaient pas du tout d'accord avec Israël, qui a un État fabriqué de toutes pièces par les Américains, et ils étaient quand même dans une logique de normaliser les relations avec Israël. Et aujourd'hui, Israël quand même est entouré par des États arabes. Et aujourd'hui, tous ces États quand même, en tout cas, ont cette compassion, manifestent cette solidarité vis-à-vis des Palestiniens qui sont aussi des Arabes comme eux. Donc, les risques d'embrasement... Il y a certains États quand même qui ont condamné l'action du Hamas. Est vraiment élevé. Et si ça continue comme ça, moi je crois que de l'autre côté, ça va, parce que le Hezbollah, quand même, iranien, est à mesure quand même... Libanais. À mesure quand même de procéder à des actions sur le territoire en Israël. Et je crois que le risque d'embrasement, il est là, quoi. Il est là, quoi. Surtout que Israël est en train de préparer d'autres actions. Parce que même ce matin, j'entendais dire que l'état-major n'attend que la décision politique pour mener des offensives encore. Et quand on voit en termes de bilan ce qu'on est en train de tuer, de destruction d'enfants et de femmes, moi je crois que on a plus de 2000 morts. 2000 morts. Bilan cumulé des deux côtés. C'est excessif. C'est trop. Très bien. Sur ce, nous allons clore cette émission. Merci. Monsieur Mokhtar Sow, directeur de publication du journal Malikile, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Laya Diarra du Soir de Bamako. Désolé, nous n'avons pas eu beaucoup de temps sur ce deuxième thème. Le premier nous a pris beaucoup de temps. Merci à vous en tout cas. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis également. À lundi prochain, Inch'Allah. Bonne soirée.